Bonjour, je suis Annabelle Ténet, je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse et vous êtes aujourd'hui avec nous dans l'exposition La Dame à la licorne, médiévale et scie contemporaine, qui représente l'ensemble des 6 tapisseries de la Dame à la licorne de la fin du Moyen-Âge grâce au prêt exceptionnel du musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, qui est accompagné d'une représentation d'artistes qui travaille sur la question du Moyen-Âge aujourd'hui, sur le thème du Moyen-Âge, serait-il émancipateur? Et donc aujourd'hui, on va avoir une conversation avec Agathe Pittier, qui est une des artistes qui est présente dans l'exposition autour de son travail, notamment de son travail de dessin. Agathe, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et donc merci d'avoir accepté de nous en dire plus sur ton travail, puisque donc tu es présente dans l'exposition par un ensemble d'une vingtaine d'œuvres, d'une vingtaine de dessins. Tu es une artiste française basée à Toulouse. Tout à fait. Et également tu travailles depuis longtemps sur ce thème du Moyen-Âge de manière complètement nouvelle. Et de manière complètement contemporaine, on dirait que tu retravailles on va dire l'enluminure, mais pour revoir aujourd'hui. Et donc on va pouvoir profiter de ta présence pour regarder ton travail avec toi. D'accord, très bien. Alors je vous présente les œuvres du coup. Oui, je veux bien. Donc on a cette première œuvre qui d'ailleurs est une œuvre qui est dans la collection des abattoirs. Je vous le signale pour ceux qui l'auraient déjà vu à un moment dans ces murs. D'accord. Alors cette œuvre s'appelle Le Grand Sabbat. C'est une œuvre qui retrace l'histoire de la sorcellerie à travers les cultures, les époques, sans hiérarchie, c'est-à-dire que par exemple un fait très historique comme les sorcières de Salem ou l'assassinat de nombreuses femmes pour sorcellerie est mis à égalité que la déesse de la magie Isis, une sorcière de la culture populaire, la sorcière de Blanche-Neige ou encore celle de l'Enchanteur que l'on peut reconnaître ici, ou encore des sorcières de la mythologie grecque telles que Circé, face à Ulysse et ses copains transformés en cochons, et la nièce de Circé, Médée, avec l'épisode du chaudron. Donc voilà. On a des références très différentes et comme ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a ouvert l'exposition, on s'aperçoit aussi que tu as rassemblé donc, un nombre de références qui parlent très différemment selon les générations. Tout à fait. Mon travail peut rassembler des gens très érudits qui ont une grande culture classique ou de l'art contemporain, mais aussi des gens qui ont une culture un peu plus populaire et aussi bien sûr les enfants. Voilà, tout le monde peut se retrouver face à... Voilà, parce qu'on va dire générationnellement, ici on a la sorcière bien-aimée, le sabbat de Goya juste à côté. Également des références au manga. Oui, avec Dragon Ball Z et en dessous une référence série américaine avec American Horror Story. Également une référence anglaise avec Monty Python. Avec la pesée de sorcière. La pesée de sorcière, c'est-à-dire si on est une sorcière, on pèse autant qu'un canard. C'est ça. Et également, bien sûr, Harry Potter. Oui, tout à fait, avec Hermione. Voilà, des références un petit peu plus médiévales, telles que l'histoire de Mélusine, qui est surprise par son mari alors qu'elle est en train de faire sa toilette. Et ce qui est assez étonnant dans cette œuvre, Le Grand Sabbat, c'est qu'on sait aujourd'hui que la question de la sorcière est une question qui est redevenue d'actualité. Oui, non, là, ça c'est en train de ressortir de partout depuis quelques années. Que ce soit chez les féministes, oui, tout à fait. Aussi bien chez les artistes donc, que chez les penseuses. Chez les artistes ou les obédiences spirituelles aussi. De plus en plus de gens retournent vers les cultes anciens. Et voilà. Donc il y a ce que je trouve passionnant dans cette œuvre, c'est qu'elle met aussi donc, sur le même plan comment les personnes aujourd'hui réfléchissent à la question de la sorcière. C'est ça, c'est ce que j'ai tout mis en même temps, quoi. Les gens, face à la sorcière,
s'y retrouve de manière spirituelle ou de manière ludique avec la culture populaire ou de manière engagée. Et alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que la sorcière, on l'associe souvent au Moyen-Âge, alors que les procès en sorcellerie, en fait, sont des moments un peu plus tardifs. Oui, c'est plus vers la Renaissance ou encore après même. Voilà, plutôt vers le plutôt 17e siècle. Oui, et donc, c'est très étonnant qu'il y ait aussi cette question de l'amalgame des temps historiques, hein, du Moyen-Âge jusqu'aux périodes qu'on dit classiques. Sur ce thème qui ressort après avoir été réanalysé dans les années 60. Et c'est très étonnant de voir, comme tu le fais ici, combien ce thème il mélange aussi bien les féministes que d'une certaine manière la culture adolescente, parfois pas encore féministe, oui, mais on l'espère. Et donc, combien il y a de sorcières en tout dans cette œuvre? Là, il y en a 60. Il y a 60 scénettes différentes avec un personnage particulier. Peut-être qu'on va avancer pour voir les autres œuvres et que tu vas pouvoir nous dire aussi comment toi, tu es arrivé à ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire aussi une manière de travailler qu'on voit ici qui reprend ce thème de l'enluminure et de l'image presque flamboyante de l'enluminure, puisqu'on n'est pas du tout dans les périodes, par exemple, romanes, beaucoup parfois plus, qui travaillent avec plus de sobriété. Et d'ailleurs, ici, en fait, on a fait le choix ensemble de créer comme une sorte de cabinet, oui, tout à comme fait. un scriptorium. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta technique qui est assez étonnante, parce que c'est aussi une technique qui t'oblige à une lenteur très forte? Oui, effectivement, ça demande beaucoup de minutie et je n'abats pas des dessins à la chaîne, même si à mon rythme j'ai quand même beaucoup de travail. Enfin, j'ai des semaines extrêmement chargées et le dessin prend une immense partie de mes journées. Donc la série que nous regardons ici, c'est une série créée pour un jeu qui s'appelle Pendragon, qui va sortir chez les éditions Chaosium. C'était un jeu à l'origine créé par Greg Stafford, un auteur américain. Donc cette série traite des légendes arthuriennes. Alors il y en a une dizaine de légendes avec des scènes très différentes les unes des autres. Tout à fait. Donc ce sont des scènes qui dépeignent la vie médiévale, comme ici un siège de château, des batailles, des soins après la guerre, la création d'une armure. Et les dessins en noir et blanc que l'on voit au fond illustrent le texte de La Morte d'Arthur. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que ce travail que tu fais autour du jeu vidéo, du jeu de rôle, il est complètement entremêlé avec ton travail d'artiste contemporain, ce qui est aussi un choix pour toi de... Et oui, en fait, j'ai les deux cultures. À la base, je suis venue faire les Beaux-Arts de Paris avec... le seul bagage que j'avais, c'était le bagage entre guillemets adolescent du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la fantasy, que j'ai pu approfondir là-bas, même si ça ne plaisait pas à la plupart de mes professeurs, mais j'ai pu l'enrichir d'une culture un peu plus classique et de l'art contemporain, et ça a donné les travaux que vous voyez derrière. Et ce qui est très étonnant aussi, et je pense que c'est important de le dire par rapport au sabbat ou aux autres œuvres qu'on va voir ici, c'est que ta recherche, elle est aussi excessivement savante, c'est-à-dire la manière dont tu arrives à travailler une recherche très savante. Je pense que si on s'approche ici, on reconnaît aussi Dürer. Oui, alors il n'y a pas que Dürer. Donc en fait, ce tableau, je l'ai réalisé durant ma résidence à la Villa Médicis dans le cadre du prix Occitanie Médicis. Et donc là-bas, j'avais visité nombre de musées, et donc mon préféré étant le musée du Vatican. Il y avait beaucoup de vierges à l'enfant avec des beaux cheveux, des tenues extrêmement ouvragées. Mais je n'ai pas visité que des musées artistiques, j'ai aussi visité des musées de sciences, notamment le musée de l'école de médecine. Et j'ai mélangé dans cette pièce les deux musées qui m'avaient le plus marqué, le musée de l'école de médecine et le musée du Vatican. Donc j'ai fait
une vierge à l'enfant avec un des enfants que l'on peut trouver à l'école de médecine et une des Madones que l'on peut trouver au musée du Vatican. Et si on regarde ce visage de Madone, ce qui est très troublant, c'est que d'une certaine manière, tu as aggloméré aussi bien cette image, on va dire du tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais aussi une esthétique qui rappelle peut-être la bande dessinée, peut-être aussi l'animation. Et dans une autre conversation, tu me rappelais aussi combien, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que cette culture du Moyen-Âge, d'une certaine manière, elle irrigue aujourd'hui plutôt la jeunesse, les personnes, plus que l'art contemporain. En fait, il y a une plus grande culture de ces enjeux-là via Game of Thrones, via l'Heroic Fantasy, qu'une autre culture. Oui, c'est plus une culture du divertissement qu'une culture savante, bien qu'attention, même si ce sont des cultures du divertissement, elles sont quand même très recherchées, avec beaucoup de travail, des gens extrêmement compétents qui travaillent dessus avec des... Enfin, c'est vraiment un travail de fou. Donc, c'est aussi presque une culture savante dans leur propre, dans leur propre genre. Mais en ce qui concerne le Moyen-Âge et l'art contemporain, il y a de plus en plus... Enfin, on était ça fait quelques années qu'on est... un certain nombre d'artistes à travailler dessus, mais il faut croire que entre le florissement du Moyen-Âge dans la culture populaire et je pense notamment à Simon de Tuyère qui a inondé Internet, enfin il y a plein de nouveaux artistes d'art contemporain qui émergent inspirés par le Moyen-Âge. Je pense à Milly Delerne et Alison Flora, toutes deux toulousaines. Et on peut citer aussi Florian Varenne, qui vient d'intégrer aussi la collection des abattoirs. Ça fait un moment qu'il travaillait sur le Moyen-Âge, lui aussi. Enfin, il faisait partie de ceux qui travaillaient sur le Moyen-Âge depuis quelques années. Software Studio, qui est aussi dans l'exposition. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de... On voit que ça agglomère à la fois cette idée du jeu, de l'épopée, et que cette idée de l'épopée, elle est très présente aussi chez ces personnes jeunes. Personnes jeunes, on a l'air très vieux quand on dit ça, mais je ne sais pas quelle est l'expression qu'on peut utiliser. Mais... Disons qu'il y a une partie de l'art contemporain qui est très stricte, très carrée, presque clinique, et il y a des gens qui ont des besoins d'épopées épiques, baroques, où ça sort de partout. Oui, et c'est vrai qu'on voit aussi dans l'exposition et dans tous les artistes que tu viens de citer, combien aussi c'est important de sortir de ce cliché du Moyen-Âge, qui est parfois ce cliché du Moyen-Âge violent, même s'il est violent, et que justement ces artistes et cet artiste s'appuie sur cette question du dépassement de cette violence, qu'est-ce qu'elle signifie, mais aussi qu'on est très loin d'autres clichés, et que notamment on a vu tout au long de l'exposition combien le Moyen-Âge, selon l'expression de Thomas Gossen et Clovis Maillet, serait émancipateur et beaucoup plus intéressant à puiser que de nous donner l'image de la Renaissance, notamment de manière sociétale. Sur certains aspects, la Renaissance, ils étaient beaucoup plus coincés que le Moyen-Âge. Exactement. Donc, pour l'anecdote, on a mis évidemment quelques-unes des licornes qui sont dans ton travail. Et peut-être qu'on peut aussi s'avancer sur ce dessin, parce que ce dessin, il est complètement caractéristique de ce que tu viens de nous dire, puisque je fais écho pour... Mais là, c'est un mélange de Renaissance et de Moyen-Âge, parce que en fait, c'était fait pareil à la Villa Médicis à Rome. Donc, j'ai fait un condensé de ce que j'ai retenu de la ville de Rome, à savoir la Renaissance, les touristes, donc qui sont dans des tenues Renaissance, les histoires romaines, parce qu'on retrouve le mythe de Romulus et Rémus, une déesse romaine, en fait, qui s'appelle, sous les traits de Sophie Guier, qui est Rumina, la déesse de l'allaitement, avec des figues sains. Et et plusieurs spécialistes du Moyen-Âge qui sont passés par l'exposition ont fait écho à ce manuscrit enluminé très étonnant qui est conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale, qui est l'arbre à sexe. Qui est cet arbre à sexe peint par un moine dans une marge de manuscrits au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui signifie cet arbre à sexe, mais oui, mais là c'est un arbre à sein. Une nouvelle fois, un Moyen-Âge un peu féministe, et donc aussi tu joues avec le fait on va dire
de vieillir artificiellement ces papiers et en même temps de nous mettre des petits indices de modernité avec la brique de lait. Le chat aussi qui est quelque chose qui revient souvent dans ton travail, le chat qui est très proche du chat de manga également. Oui, enfin, en fait c'est même, en plus du chat de manga, je dirais c'est le chat d'internet qui fait des bêtises, qui est un peu bête, mais qu'on aime, mais qui peut être aussi très intelligent. Souvent dans mes dessins, les chats sont porteurs de messages, mais aussi une pause pour souffler. Et c'est ça, les chats ont quelque chose de très digne, de très mystique et parfois de très stupide aussi à la fois. Mais c'est vrai que la vidéo de chat, il faut le dire, c'est les vidéos les plus regardées dans l'internet occidental. C'est ça, en fait, pour moi c'est plus un marqueur de l'époque. Enfin, même si soi-disant ils sont en train de se faire détrôner par les chiens en ce moment, de ce qui se dit sur internet, ça reste, en tout cas dans mon époque quand j'étais à fond dans internet, que je me suis intéressée à tout ça, c'était le chat. Donc, voilà, oui, parce que dans les recherches qui ne sont pas ici mais qu'on avait montrées précédemment, tu as une série très étonnante où tu essaies de représenter à quoi ressembleraient les virus informatiques. Oui, tout à fait, sous forme d'allégorie médiévale. Donc c'est aussi Moyen-Âge et Internet. Avec toi, une manière, et aussi, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est la manière dont la poésie et l'absurde se mêlaient. C'est ça. Pour se dire qu'est-ce que ça ressemblerait. Je me souviens, tu disais un cheval de Troie, ce fameux virus du cheval de Troie, à quoi il peut ressembler. Mais j'aime l'idée de faire de l'allégorie quelque chose de digne et presque d'ésotérique, avec des faits très carrés, très triviaux comme des virus internet ou même des chats. Alors la transition c'est toute trouvée, même si elle est un peu le fil de notre conversation sans le vouloir. C'est cet étonnant dessin qui fascine beaucoup nos visiteurs et nos visiteuses, que tu as réalisé au printemps de l'année dernière et qu'on peut appeler voilà, le Covid et Moyen-Âge, premier confinement. C'est ça. En fait, durant le premier confinement, on était inondés d'informations sur le Covid. À table, parmi les gens à qui j'étais confiné, ça ne parlait que de ça. Avec les copains en ligne, ça ne parlait que de ça. J'ai fait j'en ai marre, il faut que je me le sorte. Et donc, j'ai fait un tableau qui m'a inspiré tout ce qu'on est en train de traverser. Donc un dur combat des soignants et des malades contre le virus. Et j'ai représenté le combat par un vrai combat, du coup une vraie guerre extrêmement violente, parce que c'est une maladie qui est dure et qui pose beaucoup de problèmes de société. Et il y a presque un côté Bruegel contemporain dans ce travail-là. C'est ça, il y en a partout parce que le virus est partout, dans toutes les strates de la société, et fait chier tout le monde de tous les et alors c'est très étonnant, c'est qu'on voit aussi qu'il est déjà daté, puisque c'était le moment où on parlait du pangolin. Oui, et qui est ici. Il y avait encore même le pangolin, le serpent et la chauve-souris, parce qu'on ne savait pas si c'était une chauve-souris qui avait mangé un serpent qui s'était fait manger par un pangolin. Et on peut citer aussi, on voit aussi ces scènes très étonnantes, qui donc l'esprit, le virus, c'est peut-être l'esprit saint qui sort le gel hydroalcoolique. Les gels hydroalcooliques, le contrôle des attestations. Aussi ces grands bidons, c'est la production à un moment qui se faisait du gel hydroalcoolique dans les rues. En fait, c'était la pharmacie Delpech qui a réquisitionné la rue d'Anton pour la transformer en laboratoire de gel hydroalcoolique. C'est étonnant parce que c'est presque c'est une œuvre d'actualité complètement métaphorique et populaire, et en même temps où tout le monde reconnaît des scènes différentes, à la fois les scènes de combat, de virus, mais aussi ici dans une structure qui est tellement habituelle des représentations du Moyen-Âge, le respirateur. Oui, tout à fait. Mais pareil, il y a la mort est très présente dans les enluminures, les tableaux de la Renaissance et du Moyen-Âge, mais ici, ce sont des malades sous respirateur qui sont en train d'essayer de la combattre. C'est énormément de scènes qui représentent, je trouve, aussi bien comme tu dis, ces différents niveaux, c'est-à-dire le fait que le virus est partout, le fait aussi qu'on est abreuvé d'images, et en même temps qu'on sait reconnaître chacune de ces images,
parce qu'on les a tous et toutes partagés. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et pour presque, on va dire, boucler la boucle, donc cette question de la pharmacopée se retombe aussi, fait écho très fortement aux plantes qui sont représentées dans la Dame à la licorne, parce qu'on parle souvent de la Dame à la licorne, parce que c'est tellement iconique, mais il y a eu des tests de pharmacopée faits pour analyser la Dame à la licorne comme un herbier, parce que la Dame à la licorne est un herbier sur les plantes utilisées à l'époque. Oui, ça se représentait de manière très très précise dedans. Et je m'inspire beaucoup en fait, des petites touches extrêmement minutieuses de la Dame à la licorne. Des fois, on peut chercher des petits... merci beaucoup Agathe Pittier pour ce tour de ton projet aux abattoirs et ce riche tour et aussi comment, merci de nous expliquer comment tu arrives à d'une certaine manière faire dans ton œuvre un rassemblement de cultures, de sujets dont on ne penserait pas qu'ils peuvent coexister ensemble dans un travail qui est si original aussi et singulier. Et donc, je vais remercier tous ceux qui nous ont écoutés, tous et toutes. Et à bientôt pour une nouvelle conversation aux abattoirs Musée Frac Occitanie Toulouse.